Bien, bonjour tout le monde, je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui. Monsieur vient de me présenter comme un acteur de jeux vidéo, mais en fait, je n'en suis pas un. C'est l'agence Minimal. L'agence Minimal, on fait de la transformation numérique et on se colle beaucoup à la culture. Et puis, on se colle à la culture de toutes sortes de façons, au niveau du design, au niveau de la musique aussi. On aime beaucoup aider. On a aidé aussi plusieurs artistes. Des artistes comme Paul Mercallo, qui est le premier trompettiste de l'OSM, à faire sa transformation numérique, qui souhaitait vendre des albums. On a également aidé Louise Lecavalier, la danseuse contemporaine, à maximiser, à avoir des audiences sur le web. Et puis, la réflexion est venue, puis effectivement, on va parler aujourd'hui du jeu vidéo. Il y a Dave Mascotte avec moi de Behavior Interactive. Salut. Bonjour. Alors, la réflexion est venue de notre côté de dire, écoutez, il y a beaucoup de choses qui se passe au niveau des jeux vidéo. C'est une industrie qui explose, qui explosait avant la pandémie. Avec la pandémie, elle est fulgurante. Maintenant, si vous feuilletez n'importe quel média, feuilletez ou consultez, vous allez voir que dans les sections art et culture, on ne parle pas de jeux vidéo, on en parle très, très peu. Alors, il y a un certain snobisme, et je peux même vous dire que moi, j'ai un peu ce snobisme-là. C'est-à-dire que je regarde le jeu vidéo, par moment, je vais trouver ça, ouais, quétaine un peu, tout ça. Puis, en même temps, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Alors, je pense qu'on peut s'aider. L'industrie culturelle, l'industrie du jeu vidéo peut vraiment s'aider mutuellement. C'est pour ça qu'on voulait aujourd'hui déboulonner des mythes, discuter avec Dave. Alors, Dave, re-bienvenue. Bien, merci. Puis si tu nous parlais un peu de ton background, parce que toi, ce que je comprends, c'est que tu es un gamer, mais tu n'es pas un gamer qui est né et qui a grandi dans le... Tu es aussi un artiste, un créateur. Oui, rapidement, on parlait de mon parcours, tu sais. Moi, je suis très génération premier Nintendo, le NES. Je me rappelle, j'avais 5-6 ans, puis on avait loué cette merveilleuse console et j'avais pété les plombs à jouer à Double Dragon. Et j'ai commencé ma carrière, en fait, en effets spéciaux. Puis ça m'a amené vers le jeu vidéo. Et aujourd'hui, forcé d'admettre que le jeu vidéo a une place. Quand j'entends ma fille de 8 ans parler plus des YouTubers qu'elle écoute que des références à la télévision, au théâtre, au cinéma, clairement, on voit qu'il y a un chiffre là, de pensée dans ce domaine-là. On va y venir tantôt un bon exemple de YouTuber. Et tu as eu ta boîte à Québec aussi également, ta boîte qui s'appelait Nocturne. Noctura, oui. Puis, tu sais, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2 ans, il y a une affaire qui s'appelle la COVID qui est arrivée. Puis, c'est ça, pour les entreprises qui n'avaient peut-être pas les trésors de guerre accumulés. Nous, ça faisait 3 ans, en fait, qu'on était en business. Puis, malheureusement, on n'a pas survécu à la COVID au niveau financier. Je suis retourné en jeu vidéo qui était mes vieilles amours, puis avec comme je te faisais la blague hier, un chèque de paye un petit peu plus steady que de travailler à son compte. Puis, forcé d'admettre aussi que, la COVID a quand même eu un impact majeur sur le jeu vidéo. Le jeu vidéo en a profité, veut pas. Quand on est à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On joue à des jeux vidéo. Donc, voilà. Donc, tu es un gars d'effets spéciaux, on peut dire du cinéma. C'était ça un peu au départ. Oui. Au départ, le cinéma. Et là, Noctura, ça, c'était des installations, si on veut, donc dans le monde réel, très, très culturel. Oui, interactivité dans le monde réel, d'amener le public à interagir, soit avec des spectacles, soit avec des événements. On avait même fait quelque chose ici à Québec, là, à l'aborder, un genre de pièce de théâtre immersive, interactive, où en même temps qu'on avait des technologies sur nous, on pouvait jaser avec les acteurs. Donc, tout le temps une part d'interactivité. Puis, tu sais, l'interactivité la plus forte, selon moi, reste toujours celle entre les humains. Oui, l'interactivité, on pense souvent que c'est des boutons, mais en réalité, mais il y a quelqu'un qui appuie sur ce bouton-là. Il y a une relation à avoir. Et là, il faut manger, on veut mettre du beurre sur les toasts, et puis donc on retourne dans le jeu vidéo, ce qu'effectivement, ils cherchent beaucoup de gens. Puis là, c'est chez Behavior Interactive. Oui. On a un vidéo qu'on va vous présenter de Behavior Interactive, une vidéo d'1 minute. Alors, je présente ça, puis après ça, on parlera de Behavior, justement.
Alors, ce qu'on a vu là, bon, évidemment, c'est vos titres. On va parler tantôt de Dead by Daylight, qui est un de vos succès. Mais je suis curieux de voir un petit peu, c'est qui les employés de Behavior? Est-ce que vous arrivez parce que comme tout le monde, vous êtes en recherche de main-d'œuvre. Donc, est-ce que c'est toujours des gens qui viennent du jeu vidéo? Je sais qu'il y a des écoles qui se sont développées puis spécialisées, mais j'imagine que il y a beaucoup de gens qui viennent du cinéma, il y a beaucoup de gens qui viennent de la musique, il y a des gens de partout qui viennent de... Ouais. Puis, tu sais, ce qui est important de comprendre, c'est que Behavior est le plus gros studio indépendant, là, en fait, au Canada. C'est une entreprise québécoise qui appartient à Rémi Racine, qui est encore le CEO aujourd'hui. On emploie autour de 1000 personnes présentement. Là, on a une montée fulgurante. Quand je suis arrivé, on était 600 et c'est là un an. Un an et demi, excusez. Donc, ça fait quand même beaucoup de ramp-up, là, désolé l'anglicisme. Puis, à ton point, David, dans le fond, chaque compétence transférable d'un métier à l'autre est la bienvenue. Des ingénieurs de son peuvent être des ingénieurs de son qui ont travaillé pour les orchestres. Ça peut être des gens qui ont étudié quelque chose de plus niché, puis finalement, c'est des gamers à la base, puis ils veulent travailler dans le jeu vidéo. Même chose avec les artistes. On a des artistes de concept qui sont des super bons dessinateurs. Moi, je les appelle les dieux du jeu vidéo parce que c'est toute de leur vision que part souvent nos scènes. Au niveau design, on a des designers, on a des programmeurs. Bien, clairement, chaque compétence transférable d'un domaine quelconque artistique peut avoir sa place en jeu vidéo. C'est ça, je pense, qui fait la beauté créative d'un studio de jeux vidéo. Puis moi, tu sais, je suis un gars d'agence marketing, fait qu'on on cherche les mêmes talents, en fait, d'une certaine Sensiblement. façon. Puis le cinéma, la même chose. Puis, Le concept artiste que je vais avoir de besoin, c'est le même que tu aurais de besoin. Si jamais on fait du 3D, tu fais du 3D, ben, on va avoir la même ressource à la fin de la journée. Fait que oui, c'est des ressources, puis c'est des skill sets, là, des compétences, en fait, qui sont hyper transférables de métier à l'autre. On va parler plus tard de comment monétiser la culture à travers le médium du jeu vidéo, mais sinon, l'industrie du jeu vidéo comme donneur d'ouvrage, cette interrelation-là, est-ce que tu as des exemples que tu peux nous parler de ça? En fait, du jeu vidéo qui influence la culture et la culture qui influence le jeu vidéo, là, si on parle de la culture avec un grand C. Bien, tu sais, on va en parler tantôt, mais clairement, il y a des liens à faire là, avec les films. Il y a des liens à faire avec des spectacles de musique. L'influence du jeu vidéo aujourd'hui, on a parlé de Twitch, on a parlé de YouTube. Il y a clairement un chiffre, selon moi. Puis, tu sais, ma génération, on regardait TVA, on regardait... 4 saisons à l'époque. Mes références, c'était les petits bonhommes du samedi matin. Ma fille ne connaît pas ça. Ma fille se lève le matin, elle va regarder un peu sur son YouTube s'il y a une nouvelle vidéo de son YouTuber préféré. Elle va parler de Roblox, elle va regarder des trucs de Roblox. Roblox, c'est une plateforme de jeux pour enfants. Et ils ne font que regarder ça. Donc, les référents de ces jeunes-là, aujourd'hui, ne sont plus... les référents de l'époque, puis là, les morceaux de robots, puis des choses comme ça. On a toutes fait des blagues là-dessus, mais moi, ma fille, elle connaît pas ça, puis elle connaîtra sûrement jamais ça. Fait que nos références sont très différentes, là, je pense, d'une époque à l'autre. Puis clairement, il y a un chiffre présentement qui est palpable, là, dans le fond, avec la génération la plus récente, là. Il y a un exemple que tu m'as envoyé qu'on va regarder. En fait, c'est un article, c'est l'Octobase de l'OSM dans le jeu de Rainbow Six. Je vais vous présenter une vidéo de Rainbow Six. Là, c'est une vidéo qui dure 7 minutes. Je vais le présenter 25 secondes juste pour vous montrer c'est un... Comment on appelle ça? Un first-personal shooter, ça? Oui, c'est un first-person shooter je me promène avec un fusil et je veux éliminer les autres dans le tableau. Alors, pourquoi je vous le présente? C'est qu'après ça, on va s'en aller vers l'Octobase de l'OSM. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi un Octobase, je ne savais pas moi non plus. Je vais juste vous montrer rapidement Rainbow Six dans ce que vous allez... Hey everyone, Alors, vous voyez, là, il y a beaucoup de weapons dans ce vidéo-là et dans ce jeu-là, donc plusieurs éléments. Et là, c'est Ubisoft qui a fait Rainbow Six. Ils sont allés voir l'OSM, donc les créateurs, donc c'est pour ça que je disais un peu comme donneur d'ouvrage. Pour l'Octobase, en fait, c'est une base, une contrebasse, en fait, de 3 mètres de haut. Et il y en a 7 dans le monde.
donc 3 sur Montréal. Et même celui qui l'opère dit qu'il doit s'entraîner, le musicien, pour être capable de la jouer sans se blesser. On ne la voit pas dans le vidéo, mais on voit quand même l'OSM travailler à la Maison symphonique, faire la musique de Rainbow Six. Alors, ce qu'on voit là, c'est tu as des amis à toi qui sont dans ça. Oui, la personne à droite, puis en début de vidéo, c'est des gens avec qui j'ai déjà collaboré quand moi j'étais chez Ubisoft dans le passé. Puis en fait, c'est d'aller chercher quelque chose qui est hyper niché. Là, on s'entend, l'octobass, il y en a 7 dans le monde, comme tu dis. C'est un instrument, moi aussi, que je connaissais pas. Puis j'ai regardé comment ça se manipule, puis c'est assez grandiose, mais c'est d'aller chercher quelque chose d'hyper niché pour aller une recherche d'un son qu'on veut absolument avoir, qui fait partie de la vision du directeur audio. On a des directeurs audio qui ont travaillé des fois avec, je vais dire le nom, Hans Zimmer, qui est un super... ceux qui créent la musique. Compositeur. Merci beaucoup. C'est le deuxième café qui n'est pas rentré encore. Et ce compositeur-là a touché à peu près à tous les grands films. Il travaille aussi beaucoup en jeux vidéo. Donc, il y a des budgets assez faramineux pour aller chercher justement quelque chose de pointu. Puis, tu sais, dans l'exemple qu'on a, il voulait aller chercher quelque chose de très bas, très viscéral. Parce que, bon, la franchise, c'est Extraction, qui est comme une courbe dans Rainbow Six, où là, il y a des zombies qui arrivent et, sûrement que la base, c'est pour amener un peu d'horreur, un peu de suspense. Donc, ils se sont donné un objectif, puis ils ont été à fond là, avec des spécialistes. Puis en lisant l'article aussi, ce que je voyais, c'est, puis je parlais du jeu vidéo un peu... quétaine ou tout ça, mais on a toute la musique de jeux vidéo qui se répète et se répète et se répète. Puis ils sont allés voir les OSM justement pour qu'il n'y ait pas ces loops-là répétitifs, qu'il y ait vraiment une musique complètement nouvelle à ce niveau-là. Puis, tu sais, un truc aussi avec l'orchestre symphonique, on en avait jasé. L'inverse est aussi vrai. Il y a eu beaucoup de spectacles de vieilles chansons. De Tetris ou de Final Fantasy qui étaient un petit peu plus répétitifs, qui étaient quasi des jingles, même à l'époque. Puis il y a des concerts, puis c'est sold out. Fait que la culture même des concerts d'orchestre symphonique a été hyper influencée dans les dernières années. Ça rattire des gens aussi là, qui sont très gamers, qui veulent aller voir quelque chose de niché. Puis ça sonne vraiment mieux qu'en 8 bits aussi à l'époque. Là. Bien, absolument. Puis ça fait le lien avec Furious Jumper, alors qu'on va parler Alors, Dave et moi, moi, je connaissais Behavior, Dave connaissait Minimal, mais on ne se connaissait pas. Puis on a 2 filles de 8 ans. On a chacun une fille de 8 ans, alors c'est assez intéressant. Puis en faisant ça, on s'est rendu compte que nos filles écoutaient Furious Jumper sur YouTube. Alors, c'est juste une petite anecdote là, ici. On ne passera pas de 30 ans, mais vous voyez que c'est énormément de vues. Là. On parle de 100 000, pour ne pas dire des millions de vues. Et je vais vous montrer encore là, pas une vidéo complète, là, mais vous allez voir un vidéo de ce que c'est Furious Jumper. Et puis, mais ce qui est fascinant, c'est que peut-être que dans le cadre dans le cas de la fille de Dave, c'est peut-être plus normal, mais moi, ma fille n'est pas une gameuse. Elle ne joue pas à des jeux vidéo, puis elle regarde ces vidéos-là, puis elle n'a pas l'intention de jouer à Roblox. Alors, juste pour vous montrer qu'est-ce que c'est, là... La mienne n'est pas plus gamer, c'est ça qui est drôle. Bonjour à tous, les amis, c'est Jumper, j'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, moi ça me dit quelqu'un est aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Roblox sur le jeu Speed Simulator. Et c'est d'ailleurs pour ça les amis que je parle très vite dans cette intro, car comme vous l'avez deviné aujourd'hui les amis, il va falloir aller très vite. C'est un nouveau jeu simulator assez original parce que comme vous l'avez compris effectivement, il va falloir courir et comme vous le voyez, plus on va courir et plus on va ramasser 5 millions d'abonnés. C'est ça pendant 30, 35, 40 minutes. Et, bon, évidemment, moi, je ne suis pas un fan, mais
Du bruit en arrière, de background, oui. Mais c'est ça versus la Patte Patrouille ou là, ma fille, peu importe, là, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai grandi avec Goldorak puis avec Passepartout. Ma fille a grandi avec ça, avec des jeux vidéo qu'elle ne jouera jamais. Mais je veux dire que si vous êtes dans l'industrie culturelle, les publics qui s'en viennent, c'est ça qu'ils regardent pendant des heures et des heures. Donc, ça teinte leur côté culturel. Et là, on est sur YouTube. Là, on s'en va sur Twitch. Twitch, encore quand on préparait la discussion aujourd'hui, on se rend compte que c'est un média qui est peut-être un peu négligé ou en tout cas qui peut vraiment aider les industries culturelles. Mais Twitch, qu'est-ce que c'est? Twitch est une plateforme de diffusion comme un YouTube, comme un Discord. Il y a un moyen de chatter avec des gens, mais à la base... C'est pour ça qu'on sait qu'est-ce que c'est. C'est très, très propre aux jeux vidéo, Discord aussi. Oui, effectivement. Merci de me le rappeler. En fait, voyez Twitch comme un YouTube qui était à la base pour des jeux vidéo. C'est un des premiers à faire du green screen en temps réel, donc de superposer ma personne, puis de pouvoir projeter un jeu en arrière, puis je pouvais parler de jeux vidéo, puis il y a des gens qui gagnent leur vie en parlant des jeux vidéo, en se filmant, puis ça, c'est vrai. Et Twitch, en plus, aujourd'hui, avec la pandémie, je pense que la pandémie a accéléré beaucoup de choses aussi. Moi, j'ai une amie DJ. Cette amie DJ-là, elle s'appelle Miss Shelton. Elle gagnait quand même très bien sa vie avant la pandémie. Et aujourd'hui, elle gagne encore mieux sa vie avec une plateforme comme ça, une base de souscription. On peut payer pour être membre. En plein milieu du show, tu peux faire comme donner un tip comme à n'importe qui, mais l'autre jour, moi, je regardais, parce que je le regarde au moins une fois par mois pour la supporter, puis j'aime beaucoup sa musique. Elle avait une promotion sur le coût par mois pour être abonné. Puis je pense qu'on a été, sans blague, là, on a été 600 à s'abonner à sa chaîne en même temps. Puis à chaque fois qu'on s'abonnait, il y avait un truc qui arrivait à l'écran, puis que ça explosait avec notre nom. Mais tu sais, juste d'avoir son nom, j'ai comme l'impression que tu vois David Alexandre, crime, je vais le faire moi aussi. Fait qu'il y a un effet d'engagement. Mais tu sais, je vois ce genre de médium-là facilement transférable vers des sphères comme des musées, comme des trucs de concerts, des entrevues avant des concerts, peut-être on veut avoir une interaction aussi avec le public. Il y a quelque chose de très discutable et on est capable de le faire en temps réel avec ces plateformes-là. Puis je pense que c'est encore un médium qui va nous surprendre dans les prochaines années. On n'a pas atteint le bout. Là, donc, 600 personnes qui donnent entre 5 et 10 $. Entre 5 et 10 $. Fait qu'on peut faire les calculs que c'est quand même beaucoup d'argent en peu de temps. En 30 minutes, là. Moi, je ne la connaissais pas. Fait que hier, j'ai été la voir. La capture d'écran vient d'hier. Alors, on voit que je suis un petit peu dernière minute, mais aussi, c'était le Wednesday Orange quelque chose, puis tout ça, puis c'était super bon. Là. Je mettrais ça dans le... Et c'est quoi le modèle d'affaires? Donc, moi, hier, j'y étais, j'ai rien payé, tout ça. Là, tu ne pourrais pas réécouter ce que tu as vu hier. Moi, en étant abonné, je vais pouvoir réécouter toutes les vidéos. J'ai accès à des icônes qui sont différents. Est-ce que ça fait vraiment une différence? Non, mais il y a des gens qui paient pour avoir des chandails de certaines couleurs dans les jeux vidéo. Donc, la ludification, un peu, nous amène à dépenser, s'affirmer dans un monde. Puis, tu sais, je ne veux pas faire un lien boiteux, mais le métaverse, c'est un peu ça. Le métaverse va être des univers de chaque personne aussi qui vont nous amener dans leur monde. Présentement, c'est une façon 2D d'interagir. Puis, tu sais, c'est une personne qui habite à Brossard. Puis, il y a des gens de la Norvège qui sont sur le show. Il y a des gens d'à travers le monde. Tu sais, puis même qu'elle a appris dernièrement certaines langues pour être capable de dire 2-3 mots dans la langue des gens qui sont sur place. Il y a quand même aussi un rayonnement international. C'est clair. Beaucoup plus facile que de prendre l'avion, d'aller sur place, d'aller faire un show puis d'aller convertir des gens. Tu sais. En tout cas, son show très, très bon. Puis là, c'est ça. Donc, moi, si je voulais reprendre, je fais un party chez nous. Et là, je dis, je vais réécouter. Bien là, je peux pas, il faut que je paye. Exactement. C'est cette façon-là de monétisation, oui. Puis des icônes. Twitch aussi, c'est ça. Il y a votre gros titre de Bienvenue. Tu parlais de rayonnement mondial. Dead by Daylight. Donc, parle-moi un petit peu de ça. Dead by Daylight est un jeu d'horreur, en fait, où
une personne va incarner le meurtrier étant des meurtriers connus là, dans l'industrie du film, que ce soit Jason, que ce soit Freddy. On va même monétiser avec de l'argent dans le jeu pour que tu puisses acheter des nouveaux meurtriers et des nouvelles personnes. La petite fille dans The Sign, c'est ça le film The Sign? Qui sort du bain, là, me semble. Bon, ben, bref, elle est dedans, tu peux l'incarner, puis vous irez voir les gens qui la prennent comme avatar. Bien, elle fait comme dans le film où elle arrive rapidement dans l'écran. Fait qu'il y a même du monde qui ils se font peur à eux-mêmes en train de jouer au jeu. Puis, bref, les 4 autres personnes ou les 3 autres personnes, leur but, c'est de sauver et de ne pas se faire tuer. Fait qu'il y a une version un peu lugubre de la tag ou quelque chose comme ça. Mais sur le web, c'est un phénomène. C'est un phénomène culturel. L'horreur est très, très niché aussi. Il y a beaucoup de gens qui aiment l'horreur puis qui vont dans des festivals d'horreur. Puis ce que vous voyez présentement à l'écran, c'est les créateurs, Mathieu Côté, qui était sur place au Japon. Je me rappelle plus c'est quoi le nom du show. Mathieu, que vous voyez à l'écran en moitié. Et tous ces gens-là, c'est des gens qui attendent pour jaser avec lui. Et même, une personne avait sa face sur son chandail. Puis c'est pas Mathieu qui vend des chandails la fin de semaine pour... Fait que Mathieu, lui, fait quoi? Il a créé le jeu. Mathieu fait partie, lui et Ash Parker, qui était comme le tag team au départ. Mathieu est producteur, Ash était plus au niveau créatif, mais c'est un tag team d'enfer qui ont créé ce jeu-là, la franchise Dead by Daylight. Puis lui-même, il était comme, je capote, il a texté du monde, il y avait quelqu'un qui avait ma face sur son chandail. Puis c'était pas en vente là, au kiosque, là, c'est quelqu'un qui s'est dit, moi, je me fais un chandail, je veux avoir l'autographe. Puis Mathieu a signé des autographes, puis il a pris des photos avec des gens qui étaient déguisés dans les meurtriers en personnage du jeu pendant, je me rappelle plus le nombre d'heures, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'il a passé la journée à faire ça, puis ça n'arrêtait pas. Fait que, il y a le rayonnement là, d'un studio québécois à l'international qui touche à la culture de films d'horreur, de jeux d'horreur, puis il y a beaucoup de cosplay ajouté à ça. Donc, le cosplay, si jamais le mot, ça vous dit rien, c'est des gens qui s'habillent dans le fond, puis qui thématisent un peu leur costume par rapport à des vedettes, soit de jeux vidéo ou de films. Mais bon, bref, là, ils sont tous comme des personnages dans le jeu. Fait que, bref, ça semble être rayonnement international. Ça semble être des gens sympas. Oui, tout à fait. C'est des filles? Oui. Parce que dans le jeu vidéo, on serait porté à penser que c'est très masculin, dans un sol, enfermé. C'est vrai, puis c'est une vieille pensée. En fait, même plusieurs studios s'affichent avec un vouloir d'être égalitaire. Si il y a une fille dans le studio, il y a un gars dans le studio pour avoir un 50-50. Puis au niveau... on pense souvent, oui, que c'est plus des gars qui jouent à des jeux, mais la réalité, si je ne me rappelle plus de la statistique, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais sur les jeux mobiles, c'est même un pourcentage encore plus fort de femmes qui jouent à des jeux que des hommes. Donc, c'est pas 3-4 gars dans leur sous-sol, effectivement. Ça avait l'air très, très intéressant. Puis là, ça, c'est le YouTube où il y avait des trailers. Plus ce que je voyais, c'est qu'il y avait des trailers avec de la mode. Là. Tu sais, comme on voit quelque chose comme Cat and Dog. Fait que ça, vous vendez des vêtements en plus de vendre des personnages dans les jeux, c'est ça? Oui, exactement. Ça fait partie des saisons là, qu'on appelle. Là. Fait que saison, je pense qu'on est rendu à 28. Puis il y a tout le temps des packs qui sortent. Puis ce que tu veux, c'est pas d'améliorer, mais d'avoir plus d'options pour jouer. Souvent aussi des changements au niveau des niveaux, etc. Donc, il y a une grosse économie mondiale dans le jeu vidéo qui n'a même plus rapport avec la vente de jeux. Puis Dead by Daylight est un exemple qui est commencé sur mobile. Donc, la version est gratuite. Fait qu'il n'y a aucune monétisation sur... Donc, tout le monde joue gratuitement. Tu joues gratuitement. Si jamais tu veux avoir plus d'options, ben on paye pour unlocker des choses. Et là, vous faites de l'argent avec ça, là? Ah oui, oui, quand même. D'argent. Sûrement. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on a 1000 employés. Donc, puis il faut dire aussi que Dead by Daylight est une propriété intellectuelle 100% qui appartient à Behavior. Behavior est monté sur un modèle de travailler avec des propriétés intellectuelles qui nous appartiennent à 100%. Donc, c'est québécois. On travaille aussi avec des grands studios qui vont faire du AAA dans le monde. Puis on a aussi, où ce que moi, là, je travaille là, la division Business Solution qui utilise les engins de jeu pour des compagnies qui ne sont pas en jeux vidéo.
Je pense que je viens de te faire un lien pour ta prochaine slide. Absolument. C'est fort, hein? C'est fort. Métavers, qu'est-ce que c'est ça? Je vais l'expliquer de façon hyper simple parce que c'est vraiment simple. Moi, l'analogie, je pense qu'elle n'est pas trop boiteuse, c'est on a tout un site web, on a tous des sites web en avant de nous. Le métavers va juste être une place sur le web, mais au lieu d'une représentation 2D, ça va être une représentation 3D. Selon moi, il y a déjà des métavers qui existent, comme les Roblox, tu peux te loguer. C'est juste qu'au lieu de Meta veut avoir plusieurs personnes avec des casques, etc. Est-ce que ça va être ça le futur? Est-ce que ça va être des lunettes de réalité augmentée? On ne le sait pas encore. On est comme dans le temps qu'on avait un bêta puis un VHS, on ne sait pas trop qui va gagner. Mais au niveau du métavers, ça va être comme un site web. Ça va être un espace où on va pouvoir aller discuter, regarder, toucher sûrement avec de l'haptique et des trucs comme ça dans l'univers que quelqu'un va avoir créé pour nous faire vivre une expérience. On parlait de Second Life il y a longtemps. Là, on est au début des années 2000. Tout le monde parle de Second Life. Oui. C'était les balbutiements du métavers. Ça fait partie. Il y avait des gens qui achetaient des îles ou des maisons. Il y a eu des divorces à cause de ça, à cause des relations outre-mer sur un jeu vidéo et l'homme ou la femme passait trop de temps sur son jeu vidéo avec son faux chum, puis voilà. Vous avez fait les célébrations de Times Square, qui était un peu une sorte de métavers, si on veut, à cause de la pandémie. Oui. Donc, on va regarder une vidéo. On a ça aussi là, à propos des célébrations 2021. Times Square is the epicenter of New Year's celebrations in America. It's the biggest event of the year, and we've got plans to make it bigger still. Introducing Times Square's first ever virtual New Year's celebration. In the weeks leading up to New Year's Eve, download the app, create your avatar, and you're ready to go. Visit Times Square like never before. Explore a stunning virtual reality environment where you can stimulate your senses and celebrate the new year in a whole new way. Take a walk through the Remembrance Hall. Appreciate exclusive art. Head to the ground floor of the One Times Square building. Take the elevator up and embark on exciting adventures in unique digital spaces. Test your skills in the Zero Gravity game and head to the dance floor to show off your cool moves. See your favorite artists perform in the square. And on the 31st, watch the ball drop and the fireworks in VR. Live in the plaza. Using the app, direct the show as you see fit. Select one of any number of cameras. And don't forget to check out the app's amazing augmented reality features. Enhance your social media posts with unique content. Share your memories across the globe. Visit Times Square and celebrate New Year's Eve like never before. Welcome to One Times Square's virtual New Year's celebration. Ce que j'aime de ça, puis on disait, on ne sait pas le métavers, c'est quoi la place, la forme que ça va prendre. C'est un mot là, qui est surutilisé, mais on a une forme hybride un peu de métavers ici, c'est-à-dire que tu as une application, tu peux aller dans le réel, tu as la réalité augmentée, donc c'est le métavers, ce n'est pas nécessairement de t'asseoir avec un... Je pense que Facebook aimerait ça, nous asseoir avec un casque, le Oculus, puis que tout se passe là, mais je pense que ça peut prendre plusieurs formes, plusieurs façons. On peut être dans l'action en même temps qu'il y a un métavers avec nous. Bien, puis oui, tu as totalement raison. Chaque festival a développé une plateforme en ligne virtuelle pour présenter les festivals pendant qu'il y avait la pandémie pour monétiser. Est-ce que ça va rester après? Je suis sûr que oui. Je ne vois pas pourquoi, exemple, un festival... comme ici, 100 000 billets ne voudra pas en vendre 50 000 de plus pour des gens qui seraient à la maison. Je pense qu'il y a un rayonnement aussi international facile. T'sais, on sait qu'il y a un artiste qui est à telle place, bien, je vais aller voir l'artiste. Il y a plusieurs jeux vidéo qui font des events live avec des artistes dans les jeux vidéo présentement. Ce qui était cool de ce projet-là, c'était de faire rayonner New York, parce qu'on le sait, il y a eu la pandémie, de
ramener des gens à Times Square, que ce soit en virtuel, mais que aussi la fête de Times Square soit un petit peu plus démocratisée puis accessible, et non pas juste par les gens de New York, mais plusieurs personnes. Puis il y avait plein de rayonnements de talents locaux, là, donc la culture de New York a bénéficié d'une plateforme comme ça. Il y avait une galerie d'art qu'on pouvait aller visiter dans le jeu. Donc, je voyais des talents locaux dans une application. Il y avait des performances, il y avait des artistes qui étaient des artistes pas internationaux, mais il y avait des artistes locaux qui ont participé à ça. Donc, il y a vraiment moyen de faire rayonner la culture dans ce genre d'applications virtuelles ou de réalité augmentée. On parle de métavers, puis je ne sais pas si les gens, vous connaissez Fuck Render, en fait. C'est plus... je pense que tu ne le connaissais pas, toi, Dave. Hein? Zéro. Alors, Fuck Render, vous irez voir ça. Vous pourrez aller le suivre sur ses divers réseaux sociaux. Mais en fait, c'est un Montréalais. En fait, son nom, Fuck Render, vient d'il y a à peu près 10 ans, quand faire un rendering d'un cristal, ça prenait 1 heure sur un MacBook, un MacBook Pro. Alors, il a sorti son nom, Fuck Render, à cause de ça. Et c'est un Montréalais qui vit aujourd'hui à Vancouver. Il travaillait dans une pizzeria. Il s'est blessé, fait qu'il ne pouvait plus faire son sport. Fait qu'il s'est mis à faire du rendering. Et ici, c'est des cristals, puis avec le NFT, et puis avec également la crypto, il vend ces cristaux-là environ 10 000 pièce comme tel, puis les gens qui l'achètent. Et puis la NFT, en fait, c'est dans l'industrie culturelle, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à vous pencher dessus, parce que c'est littéralement vos droits d'auteur à vous tous ou aux artistes que vous représentez. Je suis loin d'être un expert en NFT, là, puis je vais m'arrêter là d'en discuter. Puis il y a des panélistes qui vont plus pouvoir vous en parler que moi, mais ça évite le copier-coller dans le numérique. L'œuvre appartient à quelqu'un. Et pourquoi je parle de Fuck Render, c'est que, oui, effectivement, c'est un artiste. Il communique, en fait, il vend ses œuvres, puis il les vend très bien. Comme vous voyez, un cristal comme ça, 10 000 $. Puis il y a vraiment, en allant voir ses réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'actions, mais il est en train de développer son projet en ce moment, c'est de faire son propre métaverse. Alors, voici un preview de son métaverse à lui qui est à développer. Alors moi, c'est le type de métavers que je serais porté à m'inscrire à ça, mais on voit que ça peut prendre diverses formes. Alors lui, il est en train vraiment de développer un univers là, qui est loin de celui qu'on voyait sur Times Square, ou qui est loin de Second Life, mais quand même qui est assez incroyable, là, puis assez immersif. Puis oui, ce que tu viens de dire, c'est totalement vrai. Moi aussi, ce serait le genre je pense, d'environnement que je voudrais être pour comprendre la couleur de l'artiste. Pourquoi c'est quoi sa démarche, comment. Puis là, tu le vis en 360. Quand même que c'est une expérience de 20 minutes ou une expérience de 2 heures, il y a quelque chose de super enrichissant. Puis je trouve que c'est une plateforme incroyable pour les artistes d'être capable de faire vivre une expérience qui va être pas seulement visuelle, mais
avec plusieurs médiums autour qui va être capable de nous donner des sensations. Puis oui, l'immersion va vraiment être géniale là, dans des environnements comme ça. Puis c'est un artiste parmi tant d'autres. Imaginez Picasso ou peu importe l'artiste qui aurait eu ces méthodes-là pour être capable de nous faire transmettre leur passion puis vivre leur art, il y a de quoi de vraiment hot là, dans le métavers, je trouve. Absolument. Alors, je crois que l'industrie culturelle et l'industrie du jeu vidéo a tout à gagner à s'influencer mutuellement. Je crois que, en fait, l'industrie culturelle peut influencer de façon positive, comme on le voit là ici, avec un univers immersif dans le métavers, puis le jeu vidéo avec tous ces modèles de monétisation. Je vous invite fortement à vous renseigner sur ces éléments-là. Comme artiste, comme artisan ou comme créateur, vous pouvez bénéficier d'être, évidemment, de participer aux jeux vidéo. Ils recherchent beaucoup de gens dans l'industrie, évidemment. Mais vous pouvez aussi vous renseigner sur les médiums comme Twitch, sur les méthodes qui sont là pour voir comment est-ce que vous pouvez monétiser vos talents, monétiser vos œuvres. Le NFT, là, allez vous renseigner sur ça. C'est vraiment très, très précieux pour vous. Et finalement, je comprends là, que ce n'est pas donné à tout le monde de développer son propre métavers, mais renseignez-vous sur ça, renseignez-vous sur comment vos œuvres, comment que ce soit le théâtre, que ce soit la peinture, que ce soit le cinéma, comment vos œuvres peuvent vivre dans un métavers qui peut exister, si vous pouvez aller ou faire des partenariats. Je crois que c'est vraiment des éléments. Puis c'est ce qu'on voulait vous communiquer aujourd'hui, qu'il y ait moins de snobisme peut-être entre la culture et les jeux vidéo, puis qu'on s'entraide mutuellement et qu'on en profite. Dave, merci. Merci beaucoup. Et c'est maintenant le temps des questions.